Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence. Donc je me présente, je suis Olivier Bousquet, je suis le directeur des systèmes d'information du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Je vais vous présenter ce que nous avons mis en place en termes de reconnaissance vocale au sein de l'hôpital. Alors, juste une présentation rapide du groupe hospitalier. Vous entendez pas bien ? Ça résonne. Alors je vais essayer de parler peut-être un petit peu moins. Ça va mieux comme ça ? Bon, alors le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, donc c'est un groupe hospitalier un établissement ESPIC, donc un établissement privé à but non lucratif, d'une grosse vingtaine de spécialités, essentiellement médecine, chirurgie, obstétrique. Donc on représente à peu près 620 lits, à peu près 2000 personnes. Donc voilà, je vous laisse prendre connaissance de quelques chiffres. Alors juste pour ce qui est de ce qui va nous intéresser, on produit environ 190 000 courriers par an. Donc ça, c'est ce qu'on produit comme information qui sort de l'hôpital. Alors, le contexte de la mise en place de la reconnaissance vocale à Saint-Joseph, c'est le contexte d'un projet zéro papier qui a démarré en 2014 avec un objectif et une fondation basée sur le fait que l'information, pour pouvoir prendre en charge les patients de manière optimum, l'information devait être accessible à tous. Donc devait être accessible à tous à tout moment. Et ça, le papier, c'est pas le faire. Je pense que tout le monde en est conscient. Donc le principe majeur était que, en numérisant tout, en mettant toute l'information accessible au format numérique à toutes les personnes qui en ont besoin et en temps réel, on améliorait fatalement la qualité des soins et la sécurité. Donc on a focalisé ce projet-là autour de ce genre de concept-là, du concept de réduire le délai de transfert d'informations à la fois en interne et vers l'extérieur, et également de supprimer autant que possible les tâches répétitives à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur le cœur de métier pour tous les professionnels de santé. Donc ce projet, globalement, s'est articulé autour de trois grands axes. Un dossier patient informatisé, qui est DXCare chez nous, la messagerie sécurisée de santé qu'on a mis en place en tant qu'établissement pilote en 2014, et la numérisation de nos archives, parce que faire de l'information numérique c'est bien, mais on avait aussi toute une histoire au format papier qu'il fallait mettre à disposition des professionnels. Donc on a numérisé nos archives également. Alors notre point de départ sur la partie courrier, l'idée c'était vraiment d'optimiser la production de toute cette information qui est mise à disposition des professionnels en interne et vers l'extérieur, avec un vrai objectif de réduire le délai d'envoi de ces courriers, pour lequel globalement on était un peu comme tout le monde, avec une production qui allait de l'instantané à plusieurs semaines. Je pense qu'on ne va pas en rougir parce que j'imagine que tous les établissements sont à peu près dans la même situation. On a des comptes rendus qui ne partent pas, on a des comptes rendus qui partent au bout de plusieurs semaines, et ce qui est un vrai sujet. Aujourd'hui, juste à titre d'information, les comptes rendus d'hospitalisation, le chiffre de 43%, le jour de la sortie, c'est la semaine dernière. Donc voilà, c'est pas un pic, c'est pas la valeur la meilleure qu'on ait eue, mais voilà, la semaine dernière on était à 43%. Les courriers de consultation, de la même manière, partent le jour même, c'est-à-dire que le patient repart avec son courrier, et le courrier part, dans 74% des cas, le jour même, en même temps que la sortie du patient. Donc voilà un peu l'objectif principal de ce projet-là. Alors globalement, juste pour vous rappeler comment fonctionne, enfin vous rappeler, j'imagine que vous savez comment fonctionne la production d'un compte-rendu ou d'un courrier avant la reconnaissance vocale. On a un médecin. Alors, on avait quasiment plus de dictaphone à cassette. On était uniquement sur la dictée numérique. Le médecin dicte. Le fichier son arrive à une secrétaire à un moment ou à un autre. Alors, en temps réel, jamais. En fin de journée, avec un peu de chance. Le lendemain ou la semaine suivante, dans certains cas. Ensuite, on a la secrétaire qui a cette tâche de frappe des courriers. Souvent, elle l'imprime. Elle l'amène au médecin.
encore une fois, le lendemain, le surlendemain ou la semaine suivante. Le médecin valide ou signe, voire corrige si besoin, et on peut refaire un tour. Quand je dis un tour, ça peut être 2 tours aussi. Donc c'est la raison majeure pour laquelle les courriers ne partent pas en temps réel. Ensuite, on a la validation de ce courrier dans le dossier patient informatisé et un envoi au destinataire. L'envoi au destinataire, c'est de la même manière. Hein, c'est quelqu'un qui va imprimer le courrier, qui va le mettre sous pli, qui va coller une étiquette ou écrire une adresse sur une enveloppe. Et ensuite, on a le délai postal. Donc, quand on voit un process comme celui-là, avec potentiellement plusieurs allers-retours, il n'est pas étonnant que les courriers envoyés à J8, qui est, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la réglementation, c'est un petit peu compliqué à respecter dans tous les cas. Donc voilà un peu le process duquel on est parti, qui était un process relativement classique. Hein. On n'a rien inventé. Les limites donc, avant la reconnaissance vocale, il y avait toute cette gestion des fichiers sons de la dictée numérique, à qui on les distribue, quel secrétaire frappe quel courrier, pour quel patient le fichier son a été enregistré, etc. Le délai de mise à disposition des comptes rendus dépendait bien évidemment de la disponibilité des secrétaires, des secrétariats. Il suffisait qu'il y ait une secrétaire absente et de suite on prend plusieurs heures, voire plusieurs jours de retard de frappe de courrier. On a vécu des situations où dans certains services, parce que les courriers étaient tapés service par service, on a eu des services dans lesquels il y avait 3 semaines de retard de frappe. Enfin, je pense que c'est, encore une fois, on n'a rien d'exceptionnel là-dessus. Et on en était même rendu à externaliser la frappe de certains courriers à l'extérieur en envoyant les fichiers sons avec toute la complexité de la sécurisation de tout ça, du retour. Enfin, j'imagine que je vois quelques sourires, donc j'imagine que c'est un peu le quotidien de pas mal de monde. Et ce que je disais tout à l'heure sur les allers-retours avant la validation, hein, entre la secrétaire qui connaît le médecin par cœur et qui fait des comptes rendus qui sont parfaits dès le premier coup, il y en a, mais il y en a aussi qui font des comptes rendus qu'il faut revoir 2, 3, 4 fois parce que ça ne correspond pas à ce que le médecin attend, parce qu'elle a fait des fautes d'orthographe, etc. Enfin, paradoxalement, hein, on a des médecins qui faisaient de la correction grammaticale de certaines secrétaires dans la frappe. Ça arrivait. Mais il y a aussi l'inverse. Hein. Faut surtout pas oublier ça. Donc voilà un peu la situation de laquelle on est parti. Alors, aujourd'hui, avec la reconnaissance vocale, comment on fonctionne ? Le médecin dicte son courrier ou son information. Hein. On n'est pas uniquement sur des courriers, on est aussi sur de l'information structurée dans le dossier patient, le remplissage de questionnaires ou des choses comme ça. Donc on a le médecin qui dicte, on a le moteur de reconnaissance vocale Dragon Medical Direct, donc ça c'est la solution qu'on a choisie à Saint-Joseph, qui transforme ce son en texte écrit en temps réel sur l'écran de l'ordinateur du médecin. Donc directement dans le dossier patient. Et à partir du moment où c'est nativement au format texte, on a juste à publier le compte-rendu. Alors la reconnaissance vocale ne va pas tout faire. Elle va bien sûr traduire le son en texte. Il y a tout un travail à faire pour que ce texte-là soit mis en forme comme il faut dans le dossier patient pour pouvoir produire des comptes-rendus qui ont une tête de compte-rendu avec toutes les données du compte-rendu, à savoir l'identité du patient, les antécédents, l'histoire de la maladie, etc. Donc il y a tout un ensemble de choses à mettre en place. Hein. Ce n'est pas juste un outil qui permet d'aboutir à ça. Et au final, le médecin, en temps réel, valide son courrier et l'envoie sans même s'en rendre compte, puisque le principe qu'on a mis en place, c'est qu'à partir du moment où le courrier était validé par le médecin, ce courrier, automatiquement, il est distribué à tous les médecins correspondants, soit par messagerie sécurisée de santé, soit par AppyCrypt, pour tous les médecins qui ont une adresse de messagerie sécurisée. Et si toutefois ils n'ont pas d'adresse de messagerie sécurisée, le fichier est externalisé pour être imprimé, mis sous enveloppe et affranchi. Ce qui nous a permis d'éviter d'avoir un secrétariat qui va regarder les différentes productions de courrier et de se dire celui-là il est parti, celui-là il n'est pas parti, donc il faut que je l'imprime, il faut que je l'envoie, etc. Donc là, aujourd'hui, ce processus de production, il est dans les mains du médecin. Le processus d'envoi, il est complètement automatisé. Donc il n'y a plus du tout d'intervention humaine après la validation du compte-rendu par le médecin dans le dossier patient. Donc les gros avantages de ce système-là, c'est que l'information médicale, donc, elle est bien sûr capturée en temps réel. On ne peut pas la capturer plus rapidement que ça. Elle sort de la tête du médecin, elle est dans le dossier patient.
Alors on l'a fait à la fois dans le dossier patient lui-même, donc en information structurée dans le dossier patient, ou dans le courrier directement, parce que le médecin peut très bien se dire je ne veux pas remplir mon dossier patient, je veux simplement envoyer un courrier, par exemple, à un médecin. Donc il ouvre un document vierge, un modèle de courrier vierge dans DXCare, il dicte son courrier, hein, cher ami, tu m'as adressé ton patient, etc., etc. Il le valide et ce courrier il est parti. Donc l'information, elle est en temps réel capturée au plus près de la source de production de cette information. Elle est bien sûr accessible à tous en temps réel, puisque à partir du moment où le document est validé, c'est-à-dire que le médecin a autorisé à ce que cette information-là soit diffusée et enregistrée, elle est disponible à tout le monde dans le dossier patient. Et bien sûr, pour les médecins correspondants, comme ils les reçoivent pour un certain nombre en messagerie sécurisée, ils ont l'information avant même que le patient sorte de l'hôpital. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des courriers et des comptes rendus produits et envoyés le jour de la sortie, qui est l'objectif principal de tout ça. Hein. L'idée, c'est vraiment de se dire l'information qu'on a, si on la met dans un courrier, dans un compte rendu, c'est pour qu'elle serve à quelqu'un. Cette information-là, si elle reste chez nous pendant 2 semaines, elle ne sert à rien, et potentiellement, elle ne sert plus à rien après. Donc c'est vraiment le sens qu'on a voulu mettre à ce projet-là, et l'articulation du projet a tourné autour de tout ça. Alors aujourd'hui, la reconnaissance vocale chez nous, c'est 260 utilisateurs réguliers. Alors quand je dis réguliers, ce sont des gens qui l'utilisent quasi tous les jours. Alors il y a des gens qui vont l'utiliser 1 fois par semaine parce qu'ils ont une vacation par semaine. Il y a des gens qui vont l'utiliser 10 fois par jour parce qu'ils vivent que par ça. Et il y a des médecins qui ne l'utilisent pas du tout. Alors ils ne l'utilisent pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils produisent très peu de texte, beaucoup de données un peu structurées. Donc certains sont extrêmement agiles avec le clavier, donc ils préfèrent largement tapoter sur le clavier plutôt que dicter. Globalement, il n'y a pas d'obligation à utiliser la reconnaissance vocale. C'est un outil parmi tant d'autres, mais qui aujourd'hui est utilisé par 260 utilisateurs réguliers sur nos 350 médecins. Globalement, vous voyez que c'est quand même une grosse majorité, même si sur les 350 médecins, il y en a un certain nombre qui sont là pour une vacation ou 2 par semaine, et qui pour le coup font des examens par exemple très techniques et avec très peu de compte rendu. Donc ils n'ont pas vraiment besoin de l'utiliser. Depuis qu'on a mis en place la reconnaissance vocale, qui à l'origine était pour les cliniciens et pour la partie hospitalisation et consultation, on a depuis de plus en plus de demandes de nouveaux professionnels, médecins ou pas, qui nous disent mais si ça marche pour le médecin, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Donc on a les anesthésistes, sont médecins pour le coup aussi, les urgentistes aussi, mais pour les urgences, ce n'était pas forcément évident de leur mettre la reconnaissance vocale quand ils sont dans un environnement bruyant avec beaucoup de monde. A priori, il n'était pas garanti que ça fonctionne très bien. Enfin, en tout cas, on ne l'avait pas projeté comme ça. Et quand ils ont vu que ça fonctionnait bien dans les services cliniques, mais ils nous ont dit pourquoi on n'essaierait pas. On leur a mis un dictaphone, on leur a installé une version, ils ont testé, ça marche, ça marche, donc maintenant ils l'utilisent. Et aujourd'hui, tous les urgentistes utilisent la reconnaissance vocale au sein même des urgences. Le service d'Anapat, alors ça c'est quelque chose de relativement particulier. L'Anapat utilisait de la dictée numérique. Ils se sont retrouvés à un moment avec une panne de secrétaire, donc avec un gros retard de frappe de courrier. Et de la même manière, ils étaient en souffrance à produire leur courrier. Ils nous ont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas tester la reconnaissance vocale? On a fait un test, ça marche. Les Anapat maintenant font leur compte rendu en reconnaissance vocale. Voilà, c'est aussi simple que ça, entre guillemets. Au laboratoire, on est sur l'exemple qu'on a utilisé depuis quelques temps, c'est en microbiologie, où globalement, quand les biologistes font leurs analyses, ils ont souvent besoin de laisser les choses cultiver un peu. Donc il y a malgré tout une petite note à mettre pour dire pour l'équipe d'après, aller surveiller si ça pousse bien, etc. Ces informations-là, ils les écrivaient sur un bout de papier. Là, ils le font en reconnaissance vocale. Alors ça peut être un mot, ça peut être 2 mots, ça peut être un chiffre. Mais globalement, à partir du moment où ils ont un besoin, on ne se prive pas de leur donner un accès à cette fonctionnalité-là.
En dehors des médecins, on a les internes, bien sûr. Alors les internes, vous allez me dire, mais comment ça peut fonctionner? Il faut qu'ils apprennent, il faut que le système soit efficace. Dès le premier jour, il ne l'est pas, etc. Bah, si, dès le premier jour, il l'est. C'est là où c'est assez bluffant. C'est que même un interne qui arrive pour la première fois à l'hôpital, on lui attribue une licence, il commence à dicter et ça reconnaît. Et ça reconnaît déjà avec un taux très très intéressant, sans aucune période d'apprentissage, sans rien du tout. On a notre directeur général qui, à un moment, s'est dit « mais j'ai forcé un peu la main à tout le monde à passer en zéro papier, pourquoi moi j'y serais pas non plus ?» Et il a dit « mais globalement, on a enlevé la tâche de frappe de courrier dans les services, et pourquoi j'enlèverais pas cette même charge de travail dans mon propre service ?» Et donc il s'est mis à faire de la reconnaissance vocale. Aujourd'hui, il dicte ses courriers en reconnaissance vocale, de la même manière que tout le monde. Et alors, à la DSI, là, c'est la petite anecdote quand même, parce que on dicte très peu de choses de langage courant, etc. Mais on a tendance à paramétrer notre logiciel de dossier patient, dans lequel nos médecins nous demandent des listes déroulantes avec une liste de pathologies, une liste de médicaments, une liste de plein de termes hyper techniques, très médicaux, très compliqués à écrire. Mais avec la reconnaissance vocale, on a la garantie qu'ils sont bien écrits. Donc quand on doit créer un paramétrage d'une liste de pathologies, on y va au dictaphone. Et là, on est certain, je peux vous garantir, essayez d'écrire Creutzfeldt-Jakob. Juste comme ça, moi je n'essaye plus. Vous êtes certain de vous louper sur ce coup-là, quasiment. Et ben la reconnaissance vocale, elle ne se trompe pas. Donc on a la garantie de ne pas faire de faute de frappe, ce genre de choses-là. Donc on paramètre notre dossier patient avec la reconnaissance vocale. Voilà, pour la petite histoire. Donc globalement, depuis septembre 2015, donc on a un peu plus de 89 000 sessions de médecins. On a 1600 heures de reconnaissance vocale qui ont été enregistrées par le système. Ça fait un peu plus de 55 millions, enfin ça c'était la semaine dernière, hein, donc il y en a forcément un peu plus maintenant. Les insertions automatiques, c'est un élément relativement intéressant qu'on connaissait depuis le premier jour, mais qu'on a commencé à exploiter que tardivement. Je vais vous donner un exemple, c'est par exemple dicter au moteur insérer signature, et il écrit docteur Tartampion, chef de service machin, le numéro de téléphone, le truc, etc. On peut enregistrer comme ça autant d'insertions automatiques qu'on veut. Alors quand je vous dis la signature, c'est un exemple assez évident, assez basique, mais on a des médecins qui nous disent par exemple, qui ont enregistré, qui ont configuré leur propre profil en mettant des choses du style insérer douleur. Et là, ça écrit un texte de 3 lignes avec des valeurs par défaut, avec des valeurs à modifier, etc., avec tout un texte. On a des médecins, et ça c'est relativement récent, qui se sont mis à programmer des prescriptions comme ça. Alors, pas des prescriptions hospitalières, parce que là on est dans le module de prescription du logiciel, etc. Mais quand il faut une ordonnance de soins, une ordonnance de médicaments pour l'extérieur, plutôt que d'avoir une ordonnance déjà toute imprimée avec Doliprane, 1 mg 3 fois par jour, etc., ils disent insérer Doliprane. Et là, ça écrit tout le texte qui va bien, qui permet d'être dans la réglementation, avec les doses qui vont bien, avec l'ensemble des médicaments qui prescrivent de façon relativement courante. Sur les soins, c'est pareil, ils se sont fait chacun comme ça une espèce de petit lexique d'insertion automatique qui leur simplifie la vie et qui leur permet d'être certains de ne pas oublier un mot, une phrase ou n'importe quoi dans leur courrier. Globalement, alors là je vous ai mis un taux de reconnaissance. Alors le taux de reconnaissance, c'est quelque chose de relativement compliqué. Ça, c'est le taux mesuré par le système. Alors je vais vous dire, c'est un truc très simple. Si je fais de la dictée numérique ou de la reconnaissance vocale aujourd'hui, si je dicte quelque chose et que la machine reconnaît n'importe quoi, si je ne corrige pas, il va considérer que je suis 100% bon. C'est-à-dire qu'il va me dire, ah, j'ai reconnu parfaitement. Par contre, si je dicte quelque chose qu'il ne reconnaît pas les termes que j'ai voulu utiliser, que je les corrige, là, il va considérer qu'il s'était trompé. D'un autre côté, à chaque fois qu'il considère qu'il s'est trompé, enfin, qu'on lui dit qu'il s'est trompé, il apprend pour que la prochaine fois, il ne se trompe plus. Alors, c'est un effet à la fois positif et pervers. Positif parce que ça veut dire que à partir du moment où je lui explique que quand je dis bonjour, il faut qu'il l'écrive de telle manière, je vais lui expliquer une fois, le coup d'après, il l'a compris et il continuera à le faire comme il faut. Par contre, si je lui dis bonjour et qu'il écrit bonsoir et que je ne le corrige pas, le lendemain, je vais lui redire bonjour, il va me réécrire bonsoir.
Si je le corrige toujours pas, pour lui, c'est certain. Quand je dis bonjour, il faut qu'il écrive bonsoir. La troisième fois, si je lui dis non, c'est bonjour qu'il faut écrire, pour lui, dans sa tête, ça fait 3 fois qu'on écrit bonsoir, c'est bon. Pour lui, c'est bonsoir qu'il faut écrire. Donc c'est cet élément-là qui est relativement important à faire comprendre à l'ensemble des utilisateurs, c'est qu'au plus ils feront une correction en temps réel, rapidement et proprement, au plus le système sera performant. Donc là, aujourd'hui, ça, c'est 95,2%. C'est ce qu'il y a dans notre base. C'est vraiment les chiffres de l'ensemble de nos médecins. On a des médecins qui ont un taux de reconnaissance à 100%. Il est évident que c'est parce qu'ils ne font pas de correction. Et, fatalement, il y a des choses qui ne vont pas. C'est juste impossible que ce soit parfait. Donc ça veut dire que ceux qui sont à 100% ne relisent pas ce qu'ils ont écrit. Et il y en a. Et d'autres, par contre, qui vont corriger des quantités industrielles de texte parce qu'ils ont dicté quelque chose et puis en fait ils se disent maintenant c'est pas ça qu'il fallait que j'écrive, donc ils effacent tout, ils recommencent et puis ils reviennent dessus et puis ils changent un mot, etc. Et du coup le moteur lui se dit je m'étais trompé. Donc voilà, il faut le prendre comme c'est, mais globalement quand on a un utilisateur qui a un taux de reconnaissance qui tourne entre 90 et 95%, globalement c'est qu'il est bien. C'est qu'il fait les choses vraiment proprement. Donc globalement, aujourd'hui, on a des médecins qui sont satisfaits. Je ne me permettrais pas de vous parler de ça si j'avais les médecins qui n'étaient pas d'accord, qui n'étaient pas contents, parce que je pense que ce serait le meilleur moyen de me prendre un retour de bâton assez impressionnant. Globalement, ce qui est extrêmement satisfaisant pour eux, c'est qu'un nouveau médecin, quand il arrive à l'hôpital, on lui donne sa licence, on lui explique comment ça marche. Il y en a pour 5 minutes. On lui dit voilà, il faut lancer, je vais revenir juste dessus, il faut relancer juste le logiciel qui fait apparaître cette petite barre de tâches. À partir du moment où il a ça, il est opérationnel. Quand je dis qu'il est opérationnel, c'est-à-dire que la reconnaissance vocale, elle est opérationnelle dans tous les logiciels qu'il y a sur leur ordinateur à partir du moment où c'est une zone de texte. C'est-à-dire que si on est dans DXKR sur une zone de commentaires, ça fonctionne. On met le curseur dans la zone, on fait de la reconnaissance vocale, ça tape dans DXKR. J'ouvre Word, je mets le curseur dans Word, je dicte, ça fonctionne. Je suis dans un message, exactement la même chose. Dans un mail, ça fonctionne de la même manière. Je suis dans le bloc-notes, je suis dans n'importe quel logiciel qui accepte du texte. À partir du moment où le curseur est dedans, la reconnaissance vocale fonctionne. Alors ça ne fonctionne pas dans les listes déroulantes, ni dans les cases à cocher, ni dans ces choses comme ça, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Le vocabulaire médical, globalement, il est complet. Alors le grand jeu des médecins, la première fois qu'ils l'utilisent, c'est d'essayer de réussir à piéger le moteur en se disant je vais lui mettre un terme qu'il ne comprendra jamais. En général, ils sont bluffés parce qu'à chaque fois, le vocabulaire il est dedans. Alors, sur le temps gagné, encore une fois, c'est relativement variable, mais il y a encore 1 an à peu près, on n'avait aucun médecin qui nous disait qu'il gagnait du temps. Forcément, plus de secrétaires pour frapper les courriers, pour les relire, c'est eux qui doivent les relire, c'est eux qui doivent appuyer sur le bouton. C'est un changement, c'est compliqué, ça prend du temps. Initialement, c'est pas un gain pour eux, puis c'est surtout un changement de mode de fonctionnement qui est relativement lourd. Aujourd'hui, on a des médecins qui n'étaient pas forcément très pro reconnaissance vocale et zéro papier au début, qui maintenant nous disent, aujourd'hui, sur une vacation, sur une demi-journée, je gagne une demi-heure par rapport à avant. Alors c'est un ensemble, c'est à la fois la reconnaissance vocale. Ils oublient juste de compter le temps qu'ils passaient avant, le soir ou le lendemain, à relire les courriers que la secrétaire leur amenait. Celui-là, il n'existe plus. Il n'existe plus, mais ils n'en ont pas conscience pour la plupart. Ils parlent vraiment de leur temps de vacation, de consultation. Et globalement, ceux qui ne l'ont pas aujourd'hui nous la réclament et disent « mais pourquoi pas moi ?» On est vraiment dans cette situation-là où on a, y compris des soignants, on a des infirmières, on a des diététiciennes qui nous demandent de la reconnaissance vocale pour pouvoir remplir du texte dans le dossier patient sans être obligé d'utiliser le clavier. Donc ça, c'est vraiment la situation aujourd'hui à Saint-Joseph. Alors pour les secrétaires, vous allez me dire, elles sont pas dans la boucle. Bah si, en fait, elles sont dans la boucle parce qu'elles ont gagné beaucoup de temps. Alors elles ont gagné du temps de frappe. La frappe des courriers est une activité qu'elles n'ont plus à faire, mais ce temps qu'elles passaient à faire de la frappe, aujourd'hui, elles le passent
à mieux accueillir le patient, à mieux gérer la programmation, à mieux aider le médecin à s'organiser. Elle passe plus de temps avec les patients, à recueillir les questionnaires de sortie, etc. On a tenté, autant que possible, de réaffecter ce temps à une activité à plus forte valeur ajoutée qu'une simple frappe de courrier. Alors pas avec le même nombre de secrétaires. Hein. On n'a pas remplacé tous les départs naturels. Alors personne n'a été mis à la porte, rassurez-vous. C'était pas l'idée du tout. Et surtout, on a réussi avec moins de secrétaires à faire beaucoup plus d'activités. Sur 2 ans, on a fait plus 10 ou 12%, je ne sais plus. On aurait dû faire 12% de secrétaires en plus. Donc aujourd'hui, on est sur un vrai gain économique et aussi en termes de temps avec ce projet-là. Alors comment on a réussi à faire tout ça? Bien sûr, ça ne se fait pas juste en implémentant un outil, en appuyant sur un bouton. Hein. On a eu beaucoup de dialogue avec tout le monde, avec les secrétaires entre autres, hein, parce qu'à partir du moment où on a parlé de reconnaissance vocale, vous imaginez bien qu'il y a tout le corps des secrétaires qui se sont dit mais et nous là-dedans, on est en train de nous mettre à la porte. Donc on a eu beaucoup de dialogue pour ça, justement pour expliquer que ce n'était pas l'objectif, que personne ne perdrait son boulot, et que l'idée c'était vraiment de recentrer le métier des secrétaires médicaux sur ce côté médical, sur cette spécificité de la secrétaire médicale que n'est pas la frappe. La frappe par elle-même, on leur a dit vous voulez être une secrétaire médicale ou une sténodactylo, c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, alors c'est sûr que ça n'a pas été simple pour tout le monde. Certaines secrétaires étaient très très contentes de faire de la frappe et uniquement de la frappe. D'autres par contre ont vécu ça comme un vrai soulagement. Voilà, c'est tout un ensemble et ça a nécessité bien sûr du dialogue avec tout le monde, avec les médecins aussi. Hein. Vous imaginez bien, le jour où on leur dit vous allez plus avoir votre secrétaire, c'est vous qui allez faire vos courriers vous-même, c'est vous qui allez appuyer sur le bouton pour l'envoyer. Un petit changement culturel un peu à accompagner. Donc on a formé tout le personnel. Alors quand je dis former, la formation elle est pas gigantesque. Hein. Il faut expliquer comment ça marche, il faut expliquer comment fonctionner pour que le système s'améliore et que ça ne devienne pas un problème et un handicap. Donc il y a eu un vrai travail de formation, et y compris, pas uniquement sur la reconnaissance vocale, mais sur l'ensemble des outils. Parce que c'est une chaîne. C'est à la fois le dossier patient paramétré pour chaque spécialité, c'est les modèles de compte-rendu et de courrier qui sont paramétrés comme il faut pour qu'ils soient les plus efficaces possibles. C'est une répartition de l'information entre le dossier patient et le courrier qui est la plus harmonieuse possible en fonction des spécialités pour éviter la ressaisie et autres. Et une personnalisation donc qu'on a faite au niveau spécialité, pas au niveau médecin. C'est-à-dire qu'on est allé jusqu'à une personnalisation même de mode de fonctionnement, spécialité par spécialité. Je vais vous donner un exemple. On a des services qui fonctionnent avec quasiment aucune information dans le dossier patient, et juste un modèle de courrier, et ils dictent tout dans le courrier. Je caricature à peine, mais c'est un peu ça. Et on en a d'autres qui dictent absolument tout dans le dossier patient, et qui génèrent un courrier qui est complètement finalisé, et ils ne dictent rien dans le document Word. Et on a toute la gamme entre les deux. On a des gens qui font un morceau par-ci, un morceau par-là. Donc ça fait vraiment partie des critères de réussite, c'est de faire en sorte que le système soit le plus adapté au mode de fonctionnement des services, à leurs besoins, et qui perde un minimum de temps pour un résultat final qui soit le plus optimum possible dès le premier coup. Alors les bénéfices, aujourd'hui concrètement, on a un pôle de spécialité médicale donc, qui est le premier qui a démarré le projet, qui aujourd'hui n'a plus que 10% de compte rendu envoyé au-delà de 8 jours. Et c'est vraiment des cas très particuliers sur lesquels on est en train de travailler. Mais ils sont à plus de 46% de compte rendu envoyé à J0. Quand je dis envoyé, c'est que le compte rendu, la première chose qu'on fait, c'est l'imprimer pour le donner au patient. C'est-à-dire que le patient repart avec son compte rendu dans la main et il n'a pas franchi les portes de l'hôpital que normalement le médecin correspondant a reçu par messagerie. Donc ça, c'est une vraie réussite dans l'objectif premier du projet, qui était d'accélérer cette mise à disposition de l'information. On a un exemple de la rhumato. La rhumato, chez nous, elle est à 62% des comptes rendus à J0. Alors, ils ont une ambition, c'est d'arriver à 100. Hein. Forcément, le premier qui arrivera à 100 sera très content, mais c'est pas forcément toujours simple. Et globalement, par exemple, le pôle cardio-neurovasculaire, qui a démarré il y a un peu plus d'1 an maintenant, est à 50% à J0. Avant, ils étaient qu'à 25%. Et ça, c'est vraiment le projet, c'est vraiment la reconnaissance vocale qui les a amenés à ça. Donc aujourd'hui, si on devait faire un point final, globalement,
En termes de termes techniques, il n'y a vraiment pas de sujet. Ça fonctionne vraiment bien sur les termes techniques, c'est vraiment pas un sujet. On peut rajouter les mots à la fois pour l'ensemble de l'établissement ou par utilisateur. Ça dépend. En général, quand il y a un mot qui n'est pas connu, on le rajoute pour tout le monde parce que souvent, il est quand même assez universel. Je vais vous donner un exemple d'un cas qui me l'a été remonté il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous connaissez moi je ne connaissais pas du tout, le résultat des ANCA. Je ne sais pas si ça vous cause. ANCA, c'est ANCA, enfin c'est un sigle. Et le médecin qui a commencé à le dicter, forcément, il a dit résultat des ANCA, et une nuance a écrit ANCA, ENCAS. Logique. Il a bataillé un bout de temps avant de réussir à faire en sorte qu'on y arrive. On a réussi à faire en sorte, après un peu de réflexion, à faire en sorte que ça fonctionne. Maintenant, ça fonctionne parfaitement. Quand il nous dit résultat des ANCA, les analyses des ANCA, etc., ça écrit exactement comme il l'entend. Et d'ailleurs, ça permet à tous les médecins d'avoir exactement ce même résultat. Globalement, ça fonctionne quel que soit le locuteur. Alors, on a des gens qui parlent vite, on a des gens qui parlent dans leur moustache, on a des étrangers avec des accents relativement forts. On a, entre autres, chez nous, un médecin d'origine italienne qui nous a dit « mais moi, ça ne marchera jamais. C'est pas possible, vu mon accent, vous oubliez votre truc, ça ne marchera jamais. » Eh ben, on lui a mis dans les mains, on lui a demandé d'essayer, et puis ça fonctionne très bien, voire même peut-être mieux pour lui que pour certains. Alors, est-ce que c'est parce qu'il fait un effort en se disant que ça doit marcher mieux pour lui parce qu'il a un gros accent ? Je ne suis pas complètement certain, mais globalement, c'est vraiment un non-sujet. Ça fonctionne vraiment bien, même avec un accent relativement fort. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un comme ça. On a une console d'administration simple qui permet vraiment de gérer, d'attribuer les licences, de les désattribuer quand un médecin est parti, etc. De rajouter les mots comme on le souhaite, de rajouter des insertions automatiques comme on le souhaite, de rajouter des actions aussi qu'on peut faire à la voix. À Saint-Joseph, vous pouvez ouvrir le dossier patient en disant simplement « ouvrir DXCare ». Et ça lance DXCare. Quand les médecins veulent ouvrir le PAX, ils disent simplement « ouvrir le PAX ». Et ça lance le PAX. Voilà. Alors, voilà, c'est des petits trucs, mais ils peuvent faire ça, ils peuvent faire plein de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut lancer à la main, à la voix. Pas tout, mais il y a beaucoup de choses, et quand c'est pratique pour les médecins, on se prive pas. Donc on a les stats en temps réel, ça nous permet de savoir quand même qui utilise et qui n'utilise pas aussi, avec les taux de reconnaissance, etc. Les insertions automatiques, j'en ai parlé, et on a dû quand même, malgré tout, c'est un élément assez important, intégrer en masse l'ensemble des noms de médecins. Parce que autant quand on lui dit Creutzfeldt-Jacob, il ne se trompe pas, mais quand on lui dit docteur Baumer, il ne sait pas forcément comment ça s'écrit. Ce n'est pas forcément aussi connu que Creutzfeldt-Jacob. Pas encore. Donc voilà, il a fallu qu'on intègre les noms des médecins pour apprendre au moteur à les écrire comme il faut, avec les bonnes majuscules aux bons endroits, etc. Mais bon, voilà, une fois que c'est fait. On l'a fait pour tous les médicaments. C'est-à-dire que tous les médicaments de notre livret ont été insérés dans le système. Et donc, on n'a plus de problème de reconnaissance non plus. Il reste un certain nombre de points bloquants, de points un peu gênants. On a le fait de pouvoir épeler le nom d'un patient. C'est sûr que quand on dit, moi je pourrais vous dire, écrivez donc Olivier Bousquet, vous allez voir que vous n'allez pas l'écrire comme ça s'écrit. Eh ben, nuance, c'est pareil, il se trompe de la même manière. Et quand on veut épeler, épeler, ça marche pas bien. Voilà. Aujourd'hui, dans la version qu'on a, ça fonctionne pas très bien. Je sais que c'est à l'étude. Et on attend avec grande impatience les améliorations là-dessus. Donc les médecins, on les a intégrés. La correction grammaticale, ça c'est un vrai sujet. On avait une première version qui faisait beaucoup de fautes de grammaire, beaucoup de fautes d'orthographe. La version qu'on a aujourd'hui, depuis un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, pardon, elle en fait quand même beaucoup moins. Alors il y en a toujours, mais beaucoup moins. Et une des demandes des médecins, ce serait d'avoir la correction. Alors pas forcément la correction grammaticale, mais les propositions comme on a dans Word, vous savez, avec les mots soulignés ou les choses comme ça. Voilà, ça c'est ce qui est demandé, mais d'un autre côté, on pourrait l'imaginer, mais si on veut l'imaginer, il faut l'imaginer dans tous les logiciels qui reçoivent le texte reconnu par la reconnaissance vocale. Enfin, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui est encore un peu compliqué. Il faut dire que la langue française, elle n'est pas simple. Enfin, je peux vous garantir que le nombre de fautes de grammaire que fait Dragon par rapport à ce que certains font quand ils le tapent eux-mêmes au clavier, et même après relecture, je pense qu'ils pourraient apprendre 2-3 bricoles de Dragon. Voilà. Et alors, l'un des problèmes qui a été quand même essentiel chez nous, c'est de garder le lien entre le médecin et la secrétaire. En fait, on s'est rendu compte d'une chose toute bête, c'est que dans la dictée numérique, les médecins souvent dictent un courrier, et puis à la fin, ils mettent 2-3 instructions. Vous me rajouterez les résultats de labo, puis vous me reprendrez un rendez-vous pendant 3 mois.
Là, quand il dicte ça à Dragon, ça marche moins bien. Donc, parce que ça l'écrit dans le courrier, et c'est pas forcément l'objectif. Donc ce lien qui existait entre le médecin et la secrétaire par le biais de la voix dans les fichiers son n'est plus là. Donc il faut le retrouver d'une manière ou d'une autre. Alors nous, on a trouvé un petit truc, c'est qu'on a créé dans DXCare, on a créé une petite zone de façon relativement systématique, qui est une zone d'échange médecin-secrétaire, dans laquelle le médecin dicte des choses, et la secrétaire sait qu'elle doit aller regarder ce qui se passe là-dedans. Voilà. Mais ce lien-là entre le médecin et la secrétaire doit être conservé, et c'est vrai que le changement des organisations a amené ce petit problème qu'on n'avait pas forcément anticipé. Voilà, donc ensuite, le futur pour nous, à Saint-Joseph, puisque maintenant que ça fonctionne bien, on veut toujours aller plus loin, hein, forcément, c'est pouvoir dicter partout avec les smartphones. Alors, c'est un vrai sujet, hein. Aujourd'hui, la reconnaissance vocale fonctionne avec un dictaphone. Ça fait partie des choses qui nous ont un peu bloqués. Les dictaphones, on les avait, on avait de la dictée numérique avant, hein, donc on les avait, on n'a pas dû acheter autre chose. Mais sauf qu'un dictaphone avec une dizaine de boutons, quand on se sert juste du bouton on/off, ça fait un peu riche, c'est un peu cher, et on se dit, mais pourquoi on n'aurait pas un simple micro, voire utiliser le smartphone que tous les médecins ont dans la poche en tant que micro, rien que ça. Donc ça, c'est à l'étude, c'est même en cours. Enfin, je ne désespère pas de l'avoir très bientôt. Mais globalement, voilà, ça fait partie aussi des attentes un peu et des besoins des médecins. Les autres usages de la reconnaissance vocale, on aimerait pouvoir piloter un peu plus nos outils, moyennant le fait qu'ils soient capables d'être pilotés à distance, mais augmenter le nombre d'instructions qu'on peut faire à la voix. En particulier dans le DPI, dans le dossier patient, où on aimerait bien pouvoir, par exemple, que le médecin, plutôt que d'aller naviguer dans le DPI pour aller chercher le module d'ordonnance, qu'il puisse dire prescrire Doliprane, et que là, hop, ça lui ouvre le module d'ordonnance, ça va chercher Doliprane, et ça lui met déjà la posologie, il a juste à finaliser l'affaire. On est en train aujourd'hui de se projeter dans ce genre de fonctionnement-là. Enfin, quand je dis nous, c'est les médecins, hein. Mais on est tous en train de se dire qu'est-ce qui nous empêcherait d'arriver à ce genre de choses-là. C'est un travail à faire collectif avec les éditeurs. Voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je suis ouvert à toutes les questions, même compliquées.